Ici, vous avez une carte des écosystèmes qui prennent place en Europe aujourd'hui, à partir du moment où on ne leur fait pas des misères pour les remplacer par des cultures ou des trucs totalement futiles comme des bases navales ou des grandes écoles. Donc si on les remplace par des trucs importants, manger, si on ne les remplace pas par des trucs importants, des champs, eh bien voilà à quoi ressemblent les écosystèmes que nous avons aujourd'hui, enfin que nous avions plus exactement au XXe siècle en Europe, qui sont essentiellement des forêts. Ça veut dire qu'il pleut suffisamment et que le climat n'est ni trop chaud ni trop froid pour que des grosses espèces végétales se portent bien. Et je dis bien que nous avions, puisque maintenant, ça fait 2 étés que les grosses espèces végétales commencent à se porter un peu moins bien. Pour ceux d'entre vous dans la salle qui suivent un peu l'actualité forestière, vous avez dû voir qu'en ce moment, ça rigolait pas trop, et malheureusement, à l'avenir, ça rigolera de moins en moins. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. L'Europe, il y a 20 000 ans, est au cœur de la dernière ère glaciaire. Au Quaternaire, c'est-à-dire sur les 3 derniers millions d'années, le climat a naturellement varié parce que le climat varie sur Terre depuis qu'il existe une atmosphère. Le climat varie sur Terre, sous l'effet des facteurs géologiques qui sont changeants. Dans les facteurs géologiques qui sont changeants, vous en avez un qui est changeant au cours du Quaternaire, qui est les paramètres astronomiques de la Terre. C'est-à-dire la Terre est plus ou moins inclinée sur le plan de l'orbite, etc. Et cette modification des paramètres astronomiques vient du fait que la Terre et le Soleil, ça n'est pas un paisible mariage à 2, c'est un tumultueux mariage à 10, avec la Terre qui est notamment très attirée par Jupiter et Saturne. Un petit faible pour Jupiter et Saturne. Et donc l'attraction de Jupiter et Saturne sur la Terre modifie les paramètres astronomiques de la Terre avec une quasi-périodicité de 100 000 ans. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu, au moment du Quaternaire, des ères glaciaires et des ères chaudes qui se sont succédées avec une périodicité d'environ 100 000 ans. Alors il y a 20 000 ans, on est donc au cœur de la dernière ère glaciaire, c'est là qu'il fait le plus froid dans cette oscillation que nous avons eue au Quaternaire. Alors la première chose que vous voyez à l'évidence sur l'Europe de l'époque, c'est que, je ne sais pas si aujourd'hui nous avons des programmes de coopération militaire avec les Suédois, mais à l'époque, le Gripen n'était pas un problème, la concurrence de Saab n'était pas un problème, et ils fabriquent des sous-marins aussi, je crois, les Suédois, c'est cochon. Hein, bon. Donc, ce n'était pas des concurrents, on se fichait des Suédois, et du reste, on se fiche également des Allemands, puisque vous voyez que l'essentiel des Allemands sont sous la glace. La Scandinavie et le nord de l'Europe sont recouverts d'une énorme calotte glaciaire qui fait 3 km d'épaisseur. Voilà, qui a aussi une autre calotte a le bon goût de nous priver des Écossais au tournoi des 6 Nations, bien que ce ne soit pas les pires. Et vous voyez que les Lyonnais peuvent faire du ski sans quitter Lyon, puisque les glaciers des Alpes descendent jusqu'à Lyon. Le Canada est également sous la glace. À cette époque-là, le Canada est recouvert de 3 km de glace, tout même pareil que la Scandinavie. Pour faire ces très très gros glaçons, c'est comme dans votre congélateur, il faut prendre de l'eau. Le glaçon n'apparaît pas spontanément dans le congélateur, il faut mettre de l'eau dans le bac à glaçons. Alors là, l'eau qui a été mise dans le bac à très très gros glaçons, elle ne peut venir que d'un seul endroit, c'est l'océan. Il n'y a pas d'autres réserves d'eau sur Terre. Donc la nature a fait un énorme transfert d'eau de l'océan vers les calottes glaciaires, et comme le fond de l'océan, le fond de la baignoire est toujours au même endroit, eh bien le niveau de la baignoire a baissé, et il n'a pas baissé qu'un peu, il a baissé de 120 mètres. Donc à l'époque, Pascal Hausseur aurait été au chômage, il n'y a pas de Manche, et donc pas de préfet maritime pour la Manche. Voilà, bonne nouvelle, il peut partir en vacances en permanence. Et il n'y a pas de problème de croisement des navires, vous voyez, dans la côté d'Ouessant, tout ça n'existe pas. Il y a quelques fiscalistes qui sont également au chômage. Vous voyez que comme il n'y a pas la Manche, il n'y a pas les îles anglo-normandes, donc il n'y a pas de paradis fiscaux. Et enfin, les juristes qui s'occupent du Brexit sont aussi au chômage, puisque vous avez la continuité territoriale entre la France et la Grande-Bretagne, donc il n'y a pas de Brexit. Bon. Donc la géographie européenne a un tout petit peu changé à cette époque-là. Le climat étant beaucoup plus froid, il y a moins d'évaporation et il est beaucoup plus sec. Et dans ce climat beaucoup plus froid et beaucoup plus sec, vous avez en Europe des steppes qui ressemblent à ce que vous avez aujourd'hui au nord de la Sibérie. Et donc, à cette époque-là, la totalité de la population française, c'est les effectifs de l'armée d'aujourd'hui, à peu de choses près. Voilà. 100 000 personnes. C'est ça que vous avez aujourd'hui sur la totalité du territoire, donc il y a un peu moins de conscrits du coup à cette époque. C'est ça que vous avez sur la totalité du territoire à cette époque-là, parce que c'est tout ce que les écosystèmes maigrichons de l'époque, faits de baies à ramasser et de mammouths quand ils veulent bien se laisser zigouiller, est capable de fournir comme nourriture à des animaux en bout de chaîne alimentaire comme nous. D'accord ? 100 000 personnes. À l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, elle s'est réchauffée. On est d'accord que c'est rare que les glaçons fondent quand on les refroidit. Hein, c'est réchauffé. Ça s'est inscrit dans le cadre d'un réchauffement planétaire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la Terre, dans son ensemble, s'est réchauffée aussi.
Eh bien, le réchauffement planétaire qui a permis à l'Europe de passer de l'état de gauche à l'état de droite, c'est 0,05 degrés par siècle, 0,05 degrés par siècle sur 10 000 ans. Au total, 5 degrés. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience que Mère Nature met gracieusement à notre disposition pour pas un rond, comme tout ce que Mère Nature met à notre disposition, où on peut constater ce que donne un réchauffement climatique de quelques degrés, 5 degrés en l'occurrence, 4-5 degrés, en l'espace de 10 000 ans. Alors maintenant, très bonne nouvelle pour les militaires dans cette salle, quelques degrés de réchauffement en un siècle, ça sera la guerre partout. Donc vous allez avoir du boulot. Ça va être une déstabilisation des conditions installées qui va aller à une vitesse telle que les sociétés sédentaires, au surplus, en stress énergétique sur une partie du siècle, seront totalement incapables de gérer dans la joie et la bonne humeur. Alors je vais un peu détailler maintenant, mais c'est absolument évident que ça va être un facteur de déstabilisation absolument massif des sociétés installées. Alors je commence avec quelques conséquences. Ici, vous avez, avec un réchauffement de 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, le nombre de jours par an où les conditions extérieures ne seront pas tenables pour un individu. Pas tenable, ça veut dire qu'il fait trop chaud et trop humide pour que vous puissiez transpirer pour vous refroidir. Et donc vous mourrez d'hyperthermie. Donc vous voyez que toute la bande équatoriale, c'est là qu'il fait chaud et humide, il y a un risque que, alors évidemment, les gens qui sont là, ils ne vont pas être contents d'être là, donc ils vont avoir envie d'aller ailleurs. Et en général, quand les mouvements de foule arrivent, c'est jamais des migrations qui font le tour de la Terre. Ce n'est pas 200 millions d'Indonésiens qui vont tout d'un coup aller s'installer aux États-Unis. Non, ils vont commencer par aller essayer d'aller chez les voisins, qui eux-mêmes ne seront pas très bien. Bon, voilà. Ici, vous avez l'évolution des précipitations dans un monde qui s'est réchauffé de 2 degrés. Alors, une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une grande circulation atmosphérique qui part de l'équateur et qui va jusque vers les tropiques, qu'on appelle les cellules de Hadley, qui, grosso modo, se décrit de la manière suivante. À l'équateur, vous avez une très forte ascendance avec une très forte évaporation qui renforce encore cette ascendance. Et après, un air qui passe en altitude jusqu'au-dessus des tropiques, où là, il redescend. C'est ce qu'on appelle la zone de subsidence, en étant très sec. Et ça vous explique pourquoi, à l'équateur, il n'arrête pas de flotter. Et ça vous explique pourquoi, aux tropiques, vous avez une zone sèche. Donc, typiquement, les zones de désert sont aux alentours des tropiques. Dans un climat qui se réchauffe, cette zone de subsidence va avoir tendance à se décaler un peu vers les pôles. Se décaler vers les pôles, ça veut dire typiquement que les zones tropicales, la marge des zones tropicales qui est située vers les pôles, va avoir tendance à hériter d'un climat un peu plus tropical. Et ça va notamment déclencher un assèchement des zones, de la marge des zones tropicales qui se situent un peu plus vers les pôles. Le bassin méditerranéen, vous le voyez dans cette simulation, est aux avant-postes des zones qui s'assèchent. Si la zone s'assèche et que par ailleurs la température s'élève et que l'évaporation augmente, l'humidité des sols baisse de manière significative et à partir du moment où l'humidité des sols baisse de manière significative, les rendements agricoles décroissent. Il est envisagé dans le cadre d'un climat qui se réchauffe que d'une manière générale, les rendements agricoles décroissent. Alors vous avez aujourd'hui déjà les rendements des écosystèmes qui décroissent. Très bonne nouvelle, depuis l'an 2000, la photosynthèse des forêts est en train de décroître. C'est-à-dire qu'avant, alors que les puits naturels reprenaient une fraction croissante de nos émissions, là maintenant, ils sont déjà passés dans un état où ils prennent une fraction décroissante de nos émissions parce que vous avez déjà un stress sur les écosystèmes installés qui va au-delà de leur capacité d'adaptation. Et nous n'avons pris qu'1 degré. Nous n'avons pris qu'1 degré et la moitié de la superficie française a cramé en Australie ces derniers mois. 20 millions d'hectares. Donc vous allez avoir un stress sur les écosystèmes installés, vous allez avoir un stress aussi sur les rendements agricoles, et ça dans un monde dans lequel on nous dit qu'il va y avoir plus de monde, etc. Alors moi, c'est un monde dans lequel vous voyez la quantité de terres arables par personne décroît, tout simplement parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'ils ne poussent pas des continents à mesure qu'on est plus nombreux. Alors aujourd'hui, on s'en sort bien grâce à l'énergie. Qu'est-ce qui a permis au rendement céréalier dans la Beauce d'être multiplié par 6 à 7 entre 1945 et 1975? Les engrais azotés, fabriqués à partir du gaz, les tracteurs, qui fonctionnent au pétrole, les phytosanitaires, qui sont fabriqués à partir du pétrole. Donc la raison pour laquelle le hamburger chez McDo, non pardon, pas de chez Quick aussi,
vaut 3 fois rien aujourd'hui, ça s'appelle le pétrole et le gaz, nonobstant le fait que, par ailleurs, les surfaces agricoles sont en diminution dans le monde rapportées à l'individu. Mais à partir du moment où vous n'aurez plus le pétrole et le gaz aussi disponibles, qu'est-ce qui va se passer sur les rendements agricoles? Ils vont se mettre à baisser. Et ça, c'est un deuxième facteur de pression. Alors ça, ce n'est pas dans les simulations du GIEC, pour une raison très simple, c'est que les climatologues sont myopes sur l'approvisionnement énergétique. Donc eux, ils vous font des simulations à aide, entre guillemets, constante en ce qui concerne l'agriculture. Eux, ils ne voient pas qu'il pourrait y avoir moins de pétrole à mettre dans les tracteurs. Et surtout, moins d'engrais à épandre sur les champs. Mais, voilà. Et en France, depuis 20 ans maintenant à peu près, les rendements à l'hectare plafonnent. Ils vont arrêter d'augmenter. Nonobstant le fait qu'on mette de plus en plus d'engrais et qu'on mette, etc. Donc, plafonne. Alors maintenant, voici quelques pays sur le pourtour du bassin méditerranéen. Donc ici, vous avez la même chose pour l'Algérie. Vous voyez, ça a tendance à baisser. L'Algérie importe par ailleurs sa nourriture. Alors, pour le moment, elle exporte du pétrole, mais elle importe sa nourriture. Ici, vous avez la même chose pour la Tunisie. Ici, vous avez la même chose pour l'Égypte. Partout, ça baisse. Ici, vous avez la manière dont a évolué la pluviométrie sur le pourtour du bassin méditerranéen depuis un siècle. Et vous voyez très clairement apparaître un déficit de pluviométrie dans les années récentes. Et ce déficit de pluviométrie est peut-être une des raisons qui font que vous avez eu un décrochage en Syrie entre la production agricole et la population. Vous avez ici un graphique qui vous retrace sur quelques décennies l'évolution de la population, que vous avez avec ce trait bleu, l'évolution de la production agricole, que vous avez avec cette courbe verte, et vous voyez très nettement qu'au milieu des années 2000, les deux commencent à décrocher. Alors la Syrie n'a plus de pétrole à exporter à ce moment-là, elle a passé son pic de production il y a longtemps, puis en plus elle n'a jamais eu beaucoup de pétrole. Elle est mal connectée au marché mondial, et à ce moment, vous commencez à avoir un stress alimentaire qui peut difficilement être compensé par des exportations. Et c'est exactement le même phénomène qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. La Tunisie, comme l'Égypte, sont des gros importateurs de denrées alimentaires. L'Égypte, à l'époque, était le premier importateur de blé au monde. L'Égypte importait à l'époque un quart des céréales qu'elle utilisait et probablement des proportions supérieures dans d'autres produits, l'huile, la viande, etc. Et ce que vous voyez, c'est qu'au moment des chocs pétroliers, au moment des chocs pétroliers de 2005, 2008, 2000, etc., vous voyez l'augmentation dans la foulée des prix du pétrole, du prix des céréales, alors que dans le même temps, à cause de ce fichu pétrole, l'économie occidentale est par terre et les touristes restent chez eux. Donc moins de recettes à l'exportation pour ces pays très dépendants du tourisme, plus de coûts d'importation, le prix de la nourriture devient intolérable pour les populations et vous avez des émeutes de la faim. Donc ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte en 2011, et peut-être ce qui s'est passé en Syrie exactement au même moment, soit dit en passant, c'est des émeutes de la faim. Le Maroc, qui a une production agricole plus importante, ne bascule pas, et l'Algérie, qui se trouve voir ses exportations d'hydrocarbures reprendre de la valeur pile au moment où les importations de nourriture se mettent à valoir plus cher, ne bascule pas non plus. Alors il y a d'autres facteurs, conjoncturels, etc., mais c'est quand même troublant de noter qu'il y a une correspondance parfaite entre les pays qui se trouvent pris en tenaille entre l'inflation alimentaire et un défaut d'exportation dû à la crise énergétique et les pays où ça a clashé. Si on regarde vers l'avenir, le GIEC vous dit qu'à partir de 2,5 à 3 degrés d'élévation de température, vous aurez de l'insécurité alimentaire généralisée dans le monde. Donc de l'insécurité alimentaire généralisée dans le monde, ça veut dire le bordel partout. Il suffit de relire ces cours d'histoire, hein. C'est très très clair. Alors, bougez pas, il y a du rab. Ici, vous avez la propension qu'ont les forêts à brûler à la fin du XXe siècle. Et là, vous avez la même chose en 2040. Alors, vous voyez, en 2040, l'Aquitaine est à risque comme la Méditerranée aujourd'hui, et la forêt de Fontainebleau est à risque comme l'Aquitaine aujourd'hui. Ça remonte. Et évidemment, la forêt méditerranéenne sera à risque comme l'Australie d'aujourd'hui. D'accord ? Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Alors ça, c'est quelque chose qu'il est assez facile d'expliquer avec les mains. Je vous ai dit tout à l'heure que les gaz à effet de serre étaient des gaz qui interceptaient le rayonnement infrarouge terrestre près du sol. De ce fait, quand vous augmentez la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça va confiner l'énergie près du sol, mais corrélativement, ça fait moins d'infrarouges qui sont disponibles pour réchauffer la haute partie de l'atmosphère, puisqu'ils ont été absorbés près du sol. Et donc la différence de température entre la basse couche de l'atmosphère, enfin la basse partie de l'atmosphère, et la partie plus élevée augmente.
Une des marques indubitables du réchauffement climatique par supplément d'effet de serre, c'est que la stratosphère se refroidit. Alors que si c'était le Soleil qui augmentait sa puissance, on devrait observer l'inverse, parce que si le Soleil augmente l'énergie qu'il nous envoie, il augmente notamment la quantité d'ultraviolets qu'il nous envoie. Ces ultraviolets sont interceptés dans la stratosphère par l'ozone, et donc s'il y a plus d'ultraviolets à intercepter, la température de la stratosphère s'élève. Donc un réchauffement qui arrive par le Soleil, vous avez la stratosphère qui se réchauffe. Un réchauffement qui arrive par supplément d'effet de serre, vous avez la stratosphère qui se refroidit. Or, les ballons sondes nous disent depuis 40 ans que la stratosphère se refroidit. Donc ça, c'est une des marques qui permet de dire qu'il n'y a pas le moindre doute sur le fait que ce qui est en train de se passer en ce moment vient des hommes. Il n'y a juste pas de débat, d'accord ? Ça ne peut pas être le Soleil. Donc, quand la température de la stratosphère se refroidit et que la température de la basse couche de l'atmosphère augmente, ça veut dire que la différence de température entre le sol et la stratosphère augmente. Et cette différence de température, c'est celle-là qui met en route les pompes convectives qui alimentent les phénomènes extrêmes. C'est ça qui met en route les ouragans, c'est ça qui met en route les tornades et les orages. La raison pour laquelle vous avez des orages l'été, c'est parce que l'été, la température de la stratosphère est à peu près la même, par contre, la température au sol est considérablement plus élevée. Donc la différence de température entre les deux est plus importante et votre pompe convective, elle est plus puissante. Hein ? Les orages d'hiver sont quand même assez rares. On commence à en avoir maintenant, mais ils sont quand même assez rares. Donc à cause de ce que je viens de vous expliquer avec les mains, les phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans le monde, et du reste, ce que vous disent les modèles, c'est exactement ça, c'est que l'intensité, la fréquence, on ne sait pas, etc. Par contre, les intensités, les vents maximaux, etc. vont augmenter. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux ouragans, vous voyez que les ouragans de catégorie 5, c'est-à-dire les plus violents, ont une fréquence qui a tendance à augmenter au cours du temps. Revenons à la mer, ou à ce qui l'a fait monter. Les calottes polaires vont contribuer plus ou moins à l'élévation du niveau de l'océan, et malheureusement peut-être plus. Le Groenland a commencé à fondre. Il y a tout un tas de processus d'amplification qui font qu'à partir de maintenant, ça ne s'arrêtera plus, et ça va contribuer